Alors, on va recevoir maintenant Héloïse et Armel du NPA Révolutionnaire, membre de la direction, pour parler des luttes féministes et révolutionnaires. N'hésitez pas à rentrer, le plateau est largement ouvert. Tout le monde a son petit gobelet et on a les micros qui marchent de ouf. Normalement, c'est bon. Voilà, on est bon au niveau micro, c'est super. Alors, on l'a pas assez dit, mais normalement, si ma petite machine fonctionne correctement, c'est possible de réagir via chat et c'est possible qu'on puisse vous répondre en direct live, comme on dit. Je vous laisse la parole, comme on dit. Sur le 8 mars, ça vient d'où? Il y a plein de mes collègues, des fois on est obligé un peu de se reprendre et de reprendre les potes qui pensent que le 8 mars c'est la journée de la femme. Alors il y a quand même une origine révolutionnaire à cette journée du 8 mars, une journée de lutte, une journée y compris qui avait lancé la révolution d'octobre. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, qui vous voulez? Bah, t'en as dit beaucoup, mais je te laisse peut-être expliquer. Ouais, salut. Eh bien, Salut Armel. ouais, effectivement, le 8 mars, c'est pas la journée de la femme, parce que comme pour les hommes, bah, la femme n'est pas unique, n'est pas vouée à être celle que la société capitaliste veut qu'elle soit. Donc, bonne mère, bonne épouse, bien sapée et présentable tant qu'à faire, et puis toujours jeune. C'est donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Et effectivement, c'est pas une journée où on remercie le patron de nous offrir une fleur, quoique compte tenu des budgets, je pense que même les fleurs, ils s'assoient dessus. C'est pas une journée aussi où on est contente d'avoir des réductions sur les aspirateurs, par exemple, ou les différents produits ménagers et électroménagers. C'est une journée qui tire ses origines il y a plus de 100 ans, quand des femmes se sont dressées contre la première des injustices, c'est-à-dire l'inégalité entre elles et les hommes. Et c'est vrai que ça liait, donc c'était au tout début du XXe siècle, ça liait d'abord la question du droit de vote, qui a été prise en charge par des femmes issues de la bourgeoisie, et qui ont rencontré les revendications de femmes ouvrières qui se sont mises en grève aux États-Unis, à Chicago précisément. Mais ça, c'était quand même quelques années avant que le 8 mars n'existe. Mais comment cette journée-là et la nécessité de cette journée, elle a été construite, eh bien, c'est là justement tout le lien avec la classe ouvrière et tout le mouvement marxiste, socialiste naissant de ce XXe siècle, quand plusieurs militantes révolutionnaires, dont Clara Zetkin, aux conférences internationales socialistes, vont dire, compte tenu de la situation, il n'est pas possible que des militantes et des militants révolutionnaires, marxistes, léninistes, évidemment, elle n'employait pas ces mots à ce moment-là, puisque Lénine étant à côté d'elle, je pense qu'il n'était pas encore tout à fait rentré dans l'histoire. En tout cas, il n'est pas possible d'évacuer les revendications, les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions sociales, morales, affectives, physiques de la moitié de l'humanité. Et que, comme pour toutes les questions de l'émancipation de l'humanité, les droits des femmes reposent sur la classe prolétarienne. Et en aucune manière, elles ne peuvent imaginer, ces femmes, que leurs droits, que l'égalité, que la justice, elles pourraient venir de la classe qui les opprime, qui les exploite, c'est-à-dire de la bourgeoisie, quand bien même celle-ci pourrait reprendre à son compte une certaine idée du féminisme. Et donc, c'est très important parce que aujourd'hui, ces débats-là sont toujours d'actualité, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un féminisme œcuménique? Et c'est ça un peu qu'essaye de faire croire l'extrême droite via Némésis depuis 3 ans, en s'intégrant, en tentant de rallier les manifestations, notamment à Paris, c'est qu'il y a un féminisme qui gomme le caractère de classe et le fait qu'il y a une classe minoritaire qui en exploite une autre pour ses propres intérêts.
Et donc, le 8 mars devient une journée après 1917, quand le 8 mars, c'est le 21 février, je crois, en Russie, dans la Russie tsariste à ce moment-là, mais en tout cas, c'est le 8 mars dans notre calendrier. Les femmes, alors évidemment, la révolution, c'est-à-dire l'idée d'un soulèvement insurrectionnel contre les injustices, pour le pain, contre la guerre, contre le tsarisme, il est évidemment dans les têtes. Mais par contre, ce qui ne l'est pas, c'est le moment où ces femmes ouvrières vont décider de bloquer l'usine, de sortir l'usine, de quitter les machines, de quitter les ateliers. Elles vont être des milliers et des milliers et elles vont donner le ton de la révolution russe. Et suite à ça, des militantes marxistes, révolutionnaires, vont dire, eh bien voilà, cette nécessité d'unir les femmes prolétaires dans leurs revendications pour la justice et pour l'égalité, eh bien, nous n'arrivions pas à trouver ce point d'ancrage, cette date qui le permette. Eh bien voilà, nous l'avons trouvé avec cette démonstration de luttes ouvrières. Et donc, ce sera le 8 mars. Merci à toi parce que je pense que c'est vraiment important. C'est vrai que le 8 mars, d'abord de montrer l'ancrage révolutionnaire, l'ancrage de classe de cette journée internationale, d'autant plus parce que les exemples que tu donnes, nous à la Poste, très souvent il y a un petit tour qui est fait par les tauliers, les cadres, hein, à distribuer des fleurs, etc., etc. Donc c'était évidemment très utile hein, et pas du tout, enfin je veux dire, t'es pas parti dans les nuages hein, quand tu as cité cet exemple-là, il existe très régulièrement et tous les ans. Alors Héloïse, en tant que communiste, en tant que révolutionnaire et en tant que jeune aussi, qu'est-ce qui fait que le 8 mars est une journée particulière? Qu'est-ce qui fait que tu considères qu'il faut manifester massivement dans le cadre de cette journée? Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se posent des questions quand même sur le système qu'on a, la société qu'on a devant nous, qui est faite d'oppression et qu'on ressent quand même, je pense, peu importe son âge, hein, clairement. Mais dans la jeunesse, on a vu quand même les dernières années que ça générait une politisation sur la condition des femmes, des jeunes, peut-être derrière des femmes dans le monde du travail, et d'une rage quand même de voir le niveau des violences qui sont subies par les femmes, de ce que ça veut dire quand même le vrai visage de cette société capitaliste, patriarcale, en termes de violence quand même quotidienne qu'on peut subir et qui sont protégées quoi, par toutes les institutions possibles et imaginables du capitalisme, la justice, les écoles, enfin je veux dire, Betaram, on voit bien quand même que l'ensemble des institutions et c'est pas juste la police qui prend pas les plaintes des femmes, mais qu'il y a tout un système qui protège en fait la logique de ces agressions-là et qui fait en sorte que ce soit perpétué et qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de nos luttes et de descendre dans la rue et de se battre pour imposer le contrôle sur nos corps. Je pense qu'il y a un vrai phénomène dans la jeunesse depuis quelques années sur ces prises de conscience-là et qui font que le 8 mars, évidemment, c'est un rendez-vous important qu'il faut construire et avec cette logique-là de comprendre que c'est pas des droits où on en a arraché et il faut en arracher d'autres, mais que le contrôle sur nos vies, nos corps, notre avenir, il peut pas se faire main dans la main avec le fait que le patronat et les bourgeois contrôlent tout en réalité et qu'il y a un moment où en fait si nous on veut décider pour nos vies, ça pose le problème de qui décide dans la société. Et la seule solution, c'est que ce soit les travailleurs, les travailleuses et les jeunes qui décidions pour nous-mêmes qu'est-ce qu'on porte dans la campagne des municipales de toute façon clairement et qui est notre slogan pour que les travailleurs et les travailleuses décident de tout, mais que bien sûr que la date du 8 mars, elle s'imbrique 100% dans tout ça, quoi. D'ailleurs, de manière un peu concomitante, ou en tous les cas très récente, il y a Gisèle Pellicot qui vient de sortir un livre, un bouquin, Gisèle Pellicot, dont le combat, la détermination force plus que le respect, puisque elle a fait de ce qu'elle a subi et des violences qu'elle a subies, eh bien, un combat qui permet de dénoncer à une échelle qui est une échelle
eh bien, nationale, internationale, ces violences, puisqu'elle a été violée sous soumission chimique par 53 hommes. Et là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Et la joie de vivre, et qui est, je pense, très important parce que il ne doit pas y avoir le moindre cadre, que ce soit dans nos organisations syndicales, dans nos organisations ouvrières, dans nos organisations révolutionnaires, évidemment pas le moindre cadre et le moindre espace à des violences, à des propos sexistes, à toute forme au travail, dans les lieux dans lesquels on lutte, dans lesquels on s'organise, des espaces qui mettent dans des niveaux qui sont des niveaux différents, les hommes et les femmes. Et toujours se rendre compte, comme tu l'as dit, Armel, évidemment que la question de classe, la question de l'exploitation, elle est une question centrale pour la libération des femmes, et qu'on ne pourra pas avoir en fait de libération des femmes sans en finir avec le capitalisme, qu'il n'y aura pas non plus de communisme sans une fin pleine et entière de toute forme d'oppression d'exploitation. Et donc revenons concrètement à la manifestation. Armel, pour le NPA révolutionnaire avec d'autres camarades, mais en tous les cas pour sa direction, tu représentes le NPA révolutionnaire dans le cadre unitaire qui appelle aux manifestations du 8 mars, dont celle de dimanche prochain. Ça serait important de savoir peut-être et d'expliquer pourquoi le NPAR, qui est pleinement investi dans cette manifestation, a fait le choix de ne pas signer l'appel commun tout en maintenant tout le cadre unitaire, commun, d'organisation de la manifestation et de service d'ordre. Mais peut-être avant de venir à ces petits fâchelards de Némésis et fâchelards de Némésis, dont les révélations de l'humanité, on y reviendra, montrent à quel point l'inversion de la violence et de tous les médias et de toute cette gauche institutionnelle qui s'est jetée sur la FI. Mais pourquoi on n'a pas signé l'appel unitaire ? D'abord, pourquoi on est dans ce... On pense quand même qu'il faut jouer le jeu du cadre unitaire. D'abord parce que pour toutes les raisons qu'expliquait Héloïse, il y a toute sa génération, il y a celle qui viendra après, celles qui sont venues avant elle, avant moi, et qui ont posé quand même des jalons au fil de ces 50 ans d'histoire du mouvement ouvrier, des jalons pour les revendications des femmes. Ce qui est assez marquant depuis plusieurs années, c'est que l'offensive de la bourgeoisie, elle va quand même un peu de pair avec un sursaut, d'une certaine manière, de celles qui ont fait le choix, à l'instar de Gisèle Pellicot, de plus se taire face aux violences qu'elles ont subies. Et qu'elles subissent toujours, et face aussi à ce qu'elles se prennent en face de réponses, qu'elles soient policières ou qu'elles soient judiciaires, puisque 7% des femmes qui subissent des violences, des VSS, 7% seulement portent plainte quand même. Et donc, pourquoi on fait le choix de ce cadre unitaire, dans le cadre aussi des luttes du mouvement ouvrier? C'est parce que quand tout à l'heure, Mohamed de Géodis parlait de la convergence des luttes, en fait, il n'y a pas des revendications salariales liées au travail qui sont menées par le mouvement ouvrier et ses organisations. Et puis à côté, il y aurait les journées des féministes et puis les revendications des féministes qui, d'une certaine manière, s'en détachent un peu. Nous, on est évidemment fondamentalement contre cette analyse de la situation. Et donc, pour ça, ça veut dire avoir une démarche, nous aussi, en tant qu'organisation politique, de s'adresser à d'autres. Et donc, il y a un cadre unitaire aujourd'hui dans lequel on fait le choix d'être pour ces raisons. On fait le choix d'y être en écoutant ce qui se dit, en disant aussi ce qu'on a à dire, et puis parfois en refusant, parce que pour nous, politiquement, c'est trop contradictoire avec ce que l'on défend en tant qu'organisation politique. Et donc, cette année, on n'a pas signé l'appel du 8 mars parce qu'il y a un petit passage qui, pour nous, s'apparentait à un appel au vote, qui nous mettait un peu dans les situations telles qu'on les a connues là, au moment du NFP, et qui nous mettait dans une situation, pour nous, qui s'apparentait à un appel au vote pour les listes
de la gauche unie. Alors évidemment, tout ça est très à géométrie variable puisque tout le monde fait le constat dans ses propres villes, en tout cas pour celles qui s'y intéressent un peu, que le NFP est quand même totalement éclaté et que de nouveau, là, on se retrouve avec des alliances à géométrie variable, même si c'est avec des alliances qui sont très connues pour un certain nombre d'entre elles, notamment dans la ville où je milite, par exemple à Gennevilliers, où le PC sur une liste de la gauche unie avec le PS, et là, d'un seul coup, comme si à l'échelle municipale, tout ça ne posait absolument pas de problème, que vraiment à l'échelle nationale, c'était atroce, mais à l'échelle municipale, on pouvait faire des trucs bien ensemble. Bon. Et donc, nous, ça, c'était un cas de non-acceptation de pouvoir le signer, parce qu'il est contradictoire avec ce qu'on fait, mais y compris avec les luttes que l'on mène tous les jours, qu'elles soient dans nos organisations syndicales, qu'elles soient dans des cadres unitaires, qu'elles soient dans la défense immédiate de nos collègues. Donc, on a fait le choix de ne pas le signer, mais le cadre unitaire, cette année, a fait le choix, lui, que ne pas être signataire de l'appel, ça ne nous mettait pas à côté du cadre unitaire dans toute la poursuite là, de la mobilisation jusqu'à la manif du 8 mars. Juste en réaction à ça, parce que ça me semble évidemment très important, et je trouve que c'est quand même une sacrée connerie en fait du cadre unitaire de vouloir faire que l'ensemble des organisations syndicales, politiques et associatives, d'ailleurs ça me fait un peu rigoler quand même de toujours nous parler de la charte d'Amiens, de vouloir séparer le parti, le syndicat, mais quand il s'agit d'aller voter pour la gauche unie, enfin la gauche désunie, mais qui voudrait qu'elle soit unie, mais quand ça les arrange et en fonction de ce qui les arrange, porte une responsabilité sur les politiques racistes, porte une responsabilité sur nos salaires, il porte une responsabilité sur la politique internationale et militariste, et il porte une responsabilité sur le fait qu'aujourd'hui, le temps partiel imposé, eh bien, il est surtout imposé aux femmes. Sur l'inégalité salariale, eh bien, c'est surtout les femmes. Et les gouvernements de gauche comme de droite, depuis 40 ans, n'ont rien fait en la matière, parce que ça veut dire s'attaquer au pouvoir des capitalistes. Donc on salue qu'on puisse rester dans le cadre d'organisation de cette manifestation, d'autant plus, merci, d'autant plus vu, comment dirais-je, les fâchelards qui veulent en faire de toute poil, hein, Némésis, nous vivrons, je crois que ce matin encore dans le marché du 18e, nous vivrons essayer de faire chier les militants de la France insoumise. Que ce soit pour défendre l'État génocidaire d'Israël ou que ce soit pour défendre l'extrême droite et les antisémites ou les néofascistes comme ceux qu'on connaît à Lyon, eh bien ça suffit. Il y a justement une question, je crois, à la fois sur TikTok et YouTube sur le fait de dire quelle importance vous donnez à la manifestation du 8 mars cette année. Bon, malheureusement, l'extrême droite n'a rien à faire, les fachos n'ont rien à faire dans nos cortèges. Qu'est-ce qu'on a à dire autour de ça, Héloïse, Armelle, Héloïse? Sur la présence de l'extrême droite, tu veux dire? Bien sûr. Non, c'est ce que tu dis, c'est pas un pied dans nos manifestations, enfin franchement. Et l'espèce de vitrine qu'ils essaient de se... Enfin, ils cherchent une porte d'entrée au travers de ces manifestations depuis plusieurs années pour pouvoir normaliser la présence de l'extrême droite dans nos manifs et dans la rue, pour pouvoir le généraliser à d'autres probablement après derrière. Et ça, il faut absolument qu'ils ne puissent pas le faire. Et l'extrême droite, nous, à chaque fois qu'elle a voulu se pointer sur la fac où j'étudie à l'université de Nanterre, on l'a accueillie avec des manifestations et des rassemblements pour les dégager et leur faire bien comprendre que leurs idées de racistes, de réactionnaires n'ont rien à faire ni dans nos lieux d'études, ni dans nos entreprises, ni dans nos manifestations, très clairement. Et l'article de l'Humanité dont tu parlais, parce qu'il y a quand même eu tout le truc où l'extrême droite a essayé de jouer les grosses victimes, en fait, là, au niveau de Némésis, sur les 2 semaines passées. Et en fait, on voit bien le lien avec le GUD, avec des groupes de fascistes, clairement, avec la volonté de vouloir faire des guet-apens pour des antifascistes, pour pouvoir frapper des gens et tout, etc. Derrière, c'est quand même ça là qui ressort, qui est leur vrai visage. Ils ont quand même fait 1 minute de silence pour un nazi, ouais. quoi. Enfin, ouais, puis après, tout le monde était étonné que pour un nazi, au rassemblement, il n'y ait que des nazis. Et comme maintenant, tout le monde est étonné en fait que Némésis, groupe soi-disant
de femmes féministes, en fait, un groupe d'extrême droite qui organisait quand même des guet-apens contre des militants antifascistes. On tient quand même à dire ici qu'il y a quand même des gens comme Sarkozy, comme Chirac ou d'autres grands hauts fonctionnaires d'État qui ont commis quand même beaucoup plus de désastres, de morts hein, dans le cadre de leur mandat. Pas juste ils ont volé, pas juste ils ont volé. Et je veux dire, l'ensemble des médias s'est mis à chialer parce qu'ils faisaient quelques jours de prison. Les antifas de Lyon, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à le fait qu'ils ne soient pas condamnés, ils n'ont rien à faire en prison. Et que cette pression qui est exercée à de la détention provisoire pour des militants antifascistes, à des licenciements, à des pré-licenciements, avant même d'être condamnés, on le dit quand même aussi avec force, on est effectivement du côté d'une certaine justice quand même, pas juste les larmes de crocodile quand il s'agit de Sarko et de ses yogourts ou je sais pas trop quoi, il avait de garde du corps, enfin arrêtons de se foutre quand même de la gueule du monde. Armel, sur le 8 mars, qu'est-ce que prévoit le cadre unitaire? Comment on voit les affaires sur la présence ou non de l'extrême droite? Et est-ce que la préfecture, le ministre de l'Intérieur, ancien préfet de Paris, a prévu quelque chose au lieu après s'inquiéter des saluts nazis à Lyon alors qu'il a autorisé et laissé et permis que cette manifestation existe? Le cadre unitaire, là, est en discussion encore, mais en tout cas, c'est mis d'accord sur un accord assez global, ce qui n'était pas, peut-être ça paraît un peu dingue, mais je veux dire, c'était pas si évident. Il a fallu quand même plusieurs allers-retours ces dernières années pour avoir une expression commune contre la présence et de Nous Vivrons et de Némésis. Enfin, je veux dire, la présence de Nous Vivrons, c'était quand même pas non plus à piquer des verres. Au moment où tu as un génocide à Gaza, tu as Nous Vivrons qui serait autorisé à manifester dans le cadre d'une manifestation du mouvement ouvrier, alors qu'elle se positionne clairement, c'est une organisation qui se positionne clairement en défense de l'État d'Israël et de ce que fait l'État d'Israël, c'est-à-dire la possibilité de se défendre, tel que c'était dit dans les médias mainstream et qui justifiait d'une certaine manière quand même le génocide jusqu'à il y a peu, et encore, il y en a encore pour qui génocide, ça leur brûle les lèvres. Donc, pour en revenir au cadre unitaire, il y a un accord là vraiment pour dire elles n'ont rien à faire dans nos manifs. La question maintenant, c'est jusqu'à quel point on pense avoir les moyens, où on se les donne, où on pense crédible dans le cadre de cette manifestation qui aura lieu dans quelques jours maintenant, et au regard du climat, de la situation générale, de réellement faire qu'elle n'y soit pas. Donc c'est déjà une bonne chose d'avoir une expression qui disent cela, qu'elles n'ont rien à y faire. Le deuxième élément, ça a été de signaler à la préf que voilà, si ce serait bien qu'ils arrêtent d'escorter Némésis, puisque c'est quand même ce qui s'est passé le 22 novembre. Leur permettre de manifester. Ouais, c'est pas seulement les protéger, parce qu'il n'y avait pas d'agression en soi. C'est de leur permettre de manifester, et donc leur permettre de manifester dans une manifestation qui ne tolère pas qu'elle soit là, ça veut dire pousser, ça veut dire aller de fait à une certaine confrontation et à un contact avec les manifestants, les manifestantes, les organisations du mouvement ouvrier présentes. Donc c'est un choix qui est fait, conscient, sciemment. Et donc là, la demande était que ce choix-là ne soit pas fait. À ce stade-là, la préfecture ne dit rien. Je rappelle que pour le 22 novembre, la préfecture avait donné l'autorisation de parcours la veille. Bon voilà, donc moi je ne suis pas dans leur tête et j'en suis ravie, franchement, ces gens-là me dégoûtent. Donc je ne sais pas ce que va décider la préfecture et ce qu'elle jauge un peu de la situation et de la possibilité que le 8 mars soit ou non une réponse, quand je dis une réponse massive, une réponse en termes de nombre à la situation qui est celle que l'on connaît là, qui va de la présence de Némésis et Nous Vivrons depuis 3 ans, ou ces tentatives d'être présentes le jour du 8 mars. Une réponse aussi à ce qui s'est passé à Lyon, la mort du facho et le fait que ça a brûlé les lèvres quand même de tout le monde de désigner ce mec comme un facho, le facho qu'il était, entouré d'une bande de fachos.
Et que c'était évidemment plus simple de taper sur l'AFI. Donc là, on ne sait pas. C'est pour ça que le 8 mars, là, évidemment, tous les ans, quoi. Mais là, j'ai envie de dire, un peu pour l'ensemble du mouvement ouvrier, l'ensemble des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse, c'est vrai qu'avoir quelque chose qui se massifie et qui comprenne un peu l'enjeu de chaque manifestation, et que chaque manifestation, elle doit être avant tout une démonstration de force numérique. Voilà, ça se pose quand même là à quelques jours de l'échéance, quoi. Et que nous, quand même, notre première réponse, elle devrait être celle-ci. On est bien évidemment obligé de faire en sorte, et c'est le cas pour toute organisation politique, syndicale, associative, d'avoir une protection, une défense de nos cortèges, de nos manifs, quelle que soit la situation. Mais la première réponse qu'on doit avoir, qui doit être la nôtre, ça doit être notre nombre, quoi. C'est-à-dire que oui, on est plus nombreux et nombreux, oui, on le sait, mais il faut que ça se voit. Au bout d'un moment, il faut que ça se voit. Et c'est pour ça que c'est vrai que ces journées-là, bien sûr, on peut toujours mégoter et dire « ouais, ben, c'est pas une journée ». Ouais, d'accord. Mais déjà, une journée, si tu la foires, ben, c'est pas un bon signal. Donc, le bon signal, déjà, c'est de la réussir par rapport à ceux et celles qui pensent dans le mouvement ouvrier que sur la question des droits des femmes, on pourrait faire l'économie de la lutte, des blocages, des occupations et de la grève générale, et qui pensent que la priorité, c'est une loi cadre, c'est une pétition. C'est ben non. C'est comme pour l'ensemble des droits, on ne les obtient pas sans bagarre contre le patronat et contre l'État, mais aussi une réponse évidemment à l'extrême droite, quoi. Et bah, ça sera le mot de la fin, mais juste avant quand même, on indique si on veut éviter que l'extrême droite elle soit présente dans nos cortèges, il y a un enjeu quand même capital que l'ensemble des services d'ordre, des organisations politiques, syndicales, associatives se coordonnent. C'est le caractère, comme tu l'as dit Armel, massif, mais aussi le fait de prendre nos responsabilités comme organisation dans le cadre de cette manifestation. Il faut aussi de la confiance face à ce type de confrontation, mais c'est sûr que le 8 mars, si on veut éviter que l'extrême droite l'utilise comme une vitrine pour en réalité montrer la faiblesse du mouvement ouvrier, pour essayer d'infiltrer avec toutes les idées racistes, xénophobes dont Némésis et Nous Vivrons sont les porteurs et les développeuses, eh bien, il faut qu'on soit en capacité d'être très nombreux, de discuter collectivement et de tirer aussi les bilans des différentes manifestations et de ne pas oublier que la priorité reste, dans le cadre d'une manifestation déposée par les organisations du mouvement ouvrier ou issues du mouvement ouvrier, de manifester. On sait en tous les cas de quel côté est l'État, de quel côté est le gouvernement, et on ne l'oublie pas. Quand il s'agit de manifestations de travailleurs et de travailleuses, ils ont évidemment la main bien souple pour les interdire. Notre logique à nous, en tous les cas, n'est pas de demander d'interdire, de dissoudre telle ou telle organisation. On sait qu'en fait, on n'en finit pas avec la fièvre en pétant le thermomètre. Si on veut en finir avec l'extrême droite, il faut en finir avec ses causes. Et ces causes, elles sont produites par les politiques antisociales, racistes et réactionnaires qu'ont menées des gouvernements de gauche et de droite depuis plus de 40 ans. Merci à vous les camarades, et on se revoit bientôt, tout de suite Merci à même. toi. Merci à vous. Merci à toi. Dans ce petit changement, il va y avoir un changement de micro. Je crois qu'on a sur TikTok un petit message. La police du gouvernement va encore défendre l'extrême droite. Ils mènent leur politique. Bah, tu as bien raison. Je ne sais pas comment tu t'appelles ou pas. Je crois que c'est Coms de TikTok ou GS. Non, mais c'est clair que aujourd'hui, on le dit souvent par rapport à la police, par rapport à l'État, on ne voit jamais une bavure sur un patron. Jamais une bavure sur un bourgeois ou un capitaliste. C'est toujours un travailleur et souvent de la fraction la plus précarisée, la plus prolétarisée, donc issue de l'immigration et de quartiers populaires. Alors on va prendre malheureusement un envol sur le monde qui se dessine.